dire, si on essaye de penser un peu je dirais, cette dialectique entre continuité et rupture par rapport à la Révolution, on se rend compte que très souvent les ruptures sont là où on les attend pas surtout, et que n'importe quelle personne qui lirait, je dirais, l'intitulé de ta thèse, pense que tu es dans cette thématique d'une critique de la domination, des couches populaires, moi ce que je peux a priori attendre de ton travail, et tu montres que tout compte fait, le changement ne vient pas de là, parce que le travail sur la marginalité est là depuis très très longtemps, et qu'en fin de compte, c'est plutôt de travailler sur des formes de normalité en quelque sorte, qui devient en soi quelque chose une forme de rupture. Mais moi j'aurais une toute petite question à te faire, avant de passer la parole à la salle, sur ce que tu as dit au départ, ta réponse aux journalistes de France Culture. Est-ce que maintenant, avec cette distance de quelques mois, est-ce que ce que tu lui as dit n'était que pure rationalisation? Ou est-ce qu'il y a une part de vérité malgré tout? Parce que tu nous as donné une réponse de sophiste un peu sur ça. C'est-à-dire que c'est vrai, hein, on ne savait pas à la fin à quel point tu adhérais, au moins en partie, hein, à cette réponse. Est-ce que c'était que de la rhétorique, ou est-ce que pourtant tu croyais au moins un tant soit peu dans ce que tu lui as dit? Mais je vais d'abord peut-être donner la parole à la salle avant de te redonner la parole. Pour nous, historiens, il y a une sorte d'évidence que l'histoire de l'alcool, du vin s'inscrit dans une histoire de l'alimentation, mais ce n'est peut-être pas si évident. C'est déjà un classement. C'est déjà De chercheurs, pas d'acteurs. Voilà, c'est ça, c'est un classement de chercheurs. D'autre part, ça m'a rappelé une petite anecdote. Vous avez cité une riche bibliographie, mais il y a un article dont j'ai perdu la référence, mais que je suis sûre d'avoir lu, sur l'alcoolisme dans le bassin minier, qui est un article qui datait peut-être des années 30. En tout cas, je suis tombée dessus alors que je travaillais sur le sud tunisien, et il émane peut-être de l'enquête du groupe 8 sur la région de Gafsa. Et je me souviens, donc c'est ça l'anecdote, je me souviens avoir mentionné cette réalité, cet article, devant un de nos grands historiens et son épouse, elle-même intellectuelle et écrivain, et elle s'était exclamée « Ah non, ça n'existe pas ». Donc l'alcoolisme ne pouvait pas exister en Tunisie et la dénégation était féroce. Et donc je me suis dit que réellement il y avait là un problème d'intégration de la norme. Et je me demande jusqu'à quel point nous ne continuons pas de reproduire une forme de norme morale, y compris dans la valorisation de nos objets d'étude. Je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ce serait simple de se poser la question de la consommation d'alcool lors des événements de Rdaïef depuis 2009, 2010, etc. Est-ce que ça fait sens de se poser la question de la consommation d'alcool au cœur de la Révolution et dans les sit-ins? Et du coup, j'adresse aussi une question, par exemple, à Sarah. Est-ce que lorsque les sit-ineuses posent la question de la réprobation autour de leur présence sur les sit-ins dans des moments nocturnes, donc avec toute la censure sociale, tout le poids de la réprobation sociale, est-ce que ça ne fait pas sens de se poser malgré tout la question de est-ce qu'il n'y a pas une forme de libération à vibrer la nuit dans la mixité? Est-ce que nous-mêmes, nous n'ajoutons pas un élément donc, de vertu aux positions qu'expriment nos acteurs? Pourquoi est-ce que tu crois que travailler sur l'alcool, c'est travailler sur les classes populaires? Parce que, et maintenant que tu as travaillé, est-ce que tu tiens encore à cette idée que l'alcool et les élites, c'est pas la même chose, enfin, c'est séparé? J'étais très étonnée par ta conviction que travailler sur l'alcool, c'était ne pas travailler sur les élites. Est-ce que tu le penses encore? Est-ce que j'y croyais à ma réponse, parce que j'en ai sur France Culture, de vous et moi. Alors, non. Plus sérieusement, peut-être que s'il y a une réponse à laquelle je croyais ou que je croyais plus, c'est l'idée que j'en suis peut-être fier, et d'autant plus fier que je ne l'ai pas fait exprès, de ne pas tomber dans un préjugé orientaliste. Et en fait, c'est même pas moi, si on veut être tout à fait honnête, qui me l'a fait remarquer, c'est mon directeur de thèse. Au bout de 2 ans de thèse,
je présentais ma thèse à son séminaire et il m'a dit oui, au moins vous travaillez pas sur l'alcoolisme chez les paysans ou en Russie. Vous travaillez aussi sur l'alcool dans un endroit où on n'a pas l'habitude de penser qu'il va y avoir de l'alcool. Et vous ne validez pas un préjugé culturel. Il m'a dit ça, ce à quoi je n'avais jamais pensé. Et finalement, bon, même si on échappe toujours difficilement en vérité à l'orientalisme et aux représentations héritées de la colonisation, mais peut-être que s'il y a bien une chose à laquelle j'adhère plus dans les réponses que j'ai fait à Emmanuel Laurentin, c'est bien cette deuxième réponse sur les trois. Voilà. Est-ce que l'alcool est considéré comme un aliment ? Bon, moi je le considère comme un aliment. C'est-à-dire que l'alcool est une boisson dans laquelle il y a... alors, il y a plus... Autant du protectorat, si on veut faire une réponse un peu historique, l'alcool, c'est les liqueurs. C'est pas considéré d'un point de vue de répression ou de consommation même, c'est considéré d'un point de vue de production. L'alcool, ce sont les eaux de vie et les liqueurs. Et dans ma définition du sujet que j'ai faite, qui est sans doute arbitraire, hein, j'ai considéré comme alcool tous les produits qui pouvaient contenir des doses pas d'éthanol, qui étaient alcoolisés. Alors j'ai considéré que les bières, les vins, les eaux de vie, les liqueurs et le legmi étaient considérés dans ma thèse comme des alcools, mais je suis d'accord, c'est une construction mentale. Est-ce que j'ai travaillé sur le nom des bouteilles ? J'ai un peu travaillé dessus, mais peut-être pas assez. C'est vrai qu'en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait beaucoup de noms de bouteilles, Magon étant un exemple emblématique, qui mettent en avant l'idée d'une continuité avec l'Empire romain. Et ça me semble en fait la chose la plus évidente qu'on peut voir quand on travaille sur tous ces discours autour de la production du vignoble et autour des noms de bouteilles, c'est qu'on se place dans une justification qui est la continuité de l'Empire romain, qui n'est pas seulement une justification d'ailleurs uniquement pour les produits du vignoble, mais il y a l'idée que les siècles d'arabisation ont été des siècles qui ont été catastrophiques pour la mise en valeur du territoire, ce qui est aussi une preuve du degré de civilisation moindre des Arabes. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les sources. Donc ça rentre dans cette rhétorique, le fait de se placer dans la continuité de l'Empire romain, y compris avec les noms des bouteilles, ça produit ça. Pardon ? Les Carthaginois, pardon. Et l'alcool, est-ce que c'est déjà un classement dans l'histoire de l'alimentation ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est peut-être pas si objectif que ça. La preuve, c'est que d'ailleurs, on a envisagé essentiellement entre la période coloniale et 2011, en tout cas, l'alcool plutôt d'un point de vue de substance interdite et dans la production historiographique, j'entends, plutôt que comme quelque chose qu'on buvait et qui pouvait être un élément qui apportait des calories au corps et lui permettait de se développer. On a vu ça comme un élément qui était dans un rapport à la norme coloniale, oui c'est vrai. J'ai eu on en avait discuté notamment au séminaire de l'IRMC avec Kmar, j'avais pour ambition au départ, c'est pas facile quand on travaille sur l'alcool, et je ne sais pas si j'ai réussi, mais de ne pas travailler sur l'alcoolisme, de travailler sur, si possible, toutes les formes de consommation d'alcool, y compris les formes régulières de consommation d'alcool, celles qui ne se finissent pas au poste de police ou à l'hôpital psychiatrique, ce qui évidemment n'est pas simple quand on travaille sur l'alcool, puisque 99% des sources traitent de l'alcoolisme ou de l'ivresse publique, ou bref, de la consommation qui a été jugée déviante. Quand on boit une bière à la surface d'un bar, quand on boit une bière à la terrasse d'un bar, en général, on finit pas dans les archives, sauf quand on a trop bu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez finir dans les archives. L'alcoolisme dans le bassin minier, je ne connais pas et ça m'intéresse beaucoup. J'ai très peu d'informations. J'ai des informations sur les bars à Gafsa sous la colonisation. J'ai aussi
quelques administrateurs qui parlent, enfin j'ai peut-être deux, trois discours sur des gens qui font des remarques sur des observations policières à l'intérieur de Baragafsa. J'ai pas grand-chose. Si vous pouvez me trouver, enfin si vous pouvez vous rappeler de la référence avant la fin de ma thèse, ça serait très gentil. Merci beaucoup, mais effectivement je la connais pas. Voilà. Est-ce que ça fait sens la consommation au cours de la Révolution ? C'est une réponse que peut-être que je laisserai pour les gens qui travaillent davantage sur la Révolution, mais c'est vrai que ça pose question. Est-ce que à quel point un objet de recherche a une pertinence ou une légitimité ? Cette question, je me la pose aussi pour moi, et y compris à l'IRMC pendant 2 ans, quand j'ai suivi des séminaires où tout le monde travaillait sur l'élément révolutionnaire. C'est pas que je me suis senti minoritaire, mais je me suis posé, faut être honnête, la question de l'utilité de mon travail. Bon, je pense que tout le monde se la pose, mais je me la suis posé aussi en ces termes-là, de savoir quel sens ça avait de travailler sur un produit alimentaire à la période du protectorat. On en discutait ce midi avec Arwa, peut-être que l'une des raisons aussi pour laquelle j'envisage aussi à l'avenir de ne pas forcément travailler sur la colonisation, mais sur la période post-indépendance, peut-être, si on veut être honnête, fait partie. C'est une des raisons qui s'explique parce que c'est peut-être plus facile à justifier socialement. Si on veut vraiment être honnête, il y a de ça aussi. Alcoolisme et urbanisme, c'est une vraie question, c'est une vraie bonne question, parce qu'en plus c'est souvent associé, que ce soit de manière rhétorique ou dans la production elle-même des sources, la consommation d'alcool à la ville. Parce que les villes aussi ont aussi les endroits qui sont souvent le mieux contrôlés par l'ordre colonial, et la consommation d'alcool en campagne est souvent différente, elle obéit à des réseaux différents et à des répressions ou des façons de voir différentes. Alors, la question de la distance réglementaire entre les mosquées et les bars est une loi coloniale en réalité. Ça date de 1907. Ça a été régulièrement changé depuis, de savoir... Alors, en 1907, de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais je crois que c'était 200 mètres. Ensuite, ça a été rehaussé à 250 mètres, il me semble, après la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, peut-être que ça a été après plus ou moins abandonné ou en tout cas négocié. Ça fait partie de ces lois, je pense. D'ailleurs, même dès l'époque du protectorat, on a des preuves, par exemple des cartes postales qui indiquent que ça n'a pas l'air d'être forcément respecté. De ces lois, comme vous savez qu'en Tunisie actuellement, c'est interdit de vendre de l'alcool à des Tunisiens musulmans. Je vous l'apprends, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand un serveur, quand vous voyez ou quand vous achetez un produit alcoolique à Monoprix, enfin, quand vous voyez, normalement c'est interdit. Et bon, ça fait partie de ces lois, je pense qu'on mobilise que dans des cas particuliers, voilà. Alors, la question de Kmars qui portait, est-ce que travailler pour toi sur l'alcool, c'est travailler sur les classes populaires ? Pas que. On est d'accord que lorsqu'on travaille, notamment en histoire coloniale, on travaille d'abord sur des sources qui ont été construites par des élites. Pas que, mais déjà, je voulais éviter de travailler sur l'histoire politique et l'histoire qui serait totalement une histoire des élites. C'était peut-être une ambition naïve, en tout cas pour l'histoire des élites, mais de fait, j'ai pu accéder par les archives policières et surtout peut-être par les archives hospitalières à une catégorie de personnes. On peut se demander pourquoi ils ont été mis là, la façon dont ils sont décrits forcément relève de construction coloniale qui relève d'élite, mais n'empêche que j'ai pu faire des portraits et une base de données sur des gens qui sont journaliers, des gens qui sont pour le coup marginaux par rapport à l'ensemble de la société, qui sont condamnés 15 ou 20 fois pour des faits d'ivresse publique avant d'être expulsés pendant 10 ans de leur ville. Et toutes ces populations-là, finalement, est-ce que j'aurais pu y accéder en travaillant sur autre chose que l'alcool ? Sans doute, mais en tout cas, travailler sur l'alcool, même si ça revient à travailler sur des gens qui sont concernés par l'ivresse publique ou l'alcoolisme, ça m'a permis d'avoir accès à ces populations-là, qu'on peut ensuite discuter, mais mine de rien, ce ne sont pas, selon les normes coloniales, des élites. Je pense que qu'elles soient produites par je ne sais pas ce que c'est que des archives produites par des élites, là ça pose problème. Mais quel que soit quelles que soient les archives,
de toute manière, ce sont des fenêtres sur une réalité. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir l'angle par lequel on peut voir à partir de cette fenêtre. Que cette fenêtre soit celle d'une institution policière, ou administrative. Et ce qui nous intéresse, c'est le rapport qu'il y a entre les acteurs à partir de cette archive particulière. Et donc, ce n'est pas du tout vrai qu'on ne peut voir que les élites à partir des archives produites par les institutions, par exemple. On peut très bien voir le type de rapport qu'a cette institution avec un peu tout le monde qui sont liés à cette institution-là. Et à condition, justement, de faire attention au contexte de production de l'archive. Hein? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Exactement comme quand on est dans un terrain d'enquête, qu'on fait attention à la manière dont on produit son enquête et dont on a fait, dans quel rapport on institue un rapport quelconque avec l'enquêté. Voilà. Moi, j'aurais deux questions en fait, concernant d'un côté les consommateurs. Quels sont les types de consommateurs que tu as rencontrés en étudiant les archives? Et deuxièmement, par rapport à ces lois coloniales, comme celle dont tu parlais tout à l'heure sur la distance qu'il doit y avoir entre la mosquée et les débits d'alcool, ou encore ces lois sur le fait que les musulmans n'ont pas le droit de consommer de l'alcool, qui est aujourd'hui un peu, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, elle n'a pas disparu, donc c'est toujours interdit de vendre de l'alcool à des musulmans. C'est juste qu'aujourd'hui on dit que c'est juste le vendredi, où les Tunisiens n'ont pas le droit d'aller dans les bars vendredi, etc. Est-ce que tu connais d'autres lois comme ça qui, par rapport à l'alcool ou peut-être aux drogues aussi, qui sont toujours, qui n'ont pas totalement disparu et puisque ce sont des lois, je pense, assez problématiques, puisque, comme on le disait tout à l'heure, elles alimentent une sorte d'ambiguïté entre la religion et la nationalité, en fait. C'est comme si on était toujours dans un contexte un peu colonial où l'espace public est séparé de est régi à partir d'une appartenance religieuse ou ethnique, etc. Si on contextualise les lois sur la consommation d'alcool dans l'espace public, on est dans un contexte d'une volonté qui va être mise à jour, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, de séparation des sphères coloniales, d'indigénisation des indigènes et du fait que dans cette séparation des sphères coloniales et dans la volonté de faire une différence entre les Européens d'un côté et les colonisés de l'autre, le fait de consommer différemment ou de se vêtir différemment, par exemple, est un élément fort dans ce qu'on appellera plus tard au Maroc la politique des égards, celle de respecter sous les traditions, les cultures des indigènes, en tout cas de l'idée qu'on s'en fait. Et ces lois-là sont des lois, effectivement, qui sont coloniales, qui ont été faites en 1913 en Tunisie, qui n'ont pas été réalisées en Algérie, sauf pendant la période de Vichy d'ailleurs, parce qu'en Algérie, on est quand même sur un droit différent qui est le droit plutôt français, qui par contre a été fait au Maroc à partir de 1926. La Tunisie est de ce point de vue-là, non pas à partir de 1926, la première loi en fait c'est 1914, mais n'empêche que la Tunisie est précurseur puisque la première loi qui interdit de vendre de l'alcool aux musulmans date de 1913. Il y a deux versants à cette loi. En fait, il est interdit de vendre de l'alcool ou de vendre ou de donner de l'alcool à des Tunisiens musulmans. Et par ailleurs, il est interdit d'être... alors dans la notion de protectorat aussi, on protège, on s'attaque pas au consommateur, on s'attaque à celui qui vend, donc à l'européen normalement. Le deuxième versant de cette loi, c'est que on n'a pas le droit d'être ivre dans l'espace public. Pour moi, c'est les deux lois qui paraissent dans le code pénal de 1913 que je connais sur l'alcool et qui, à ma connaissance, n'ont pas été abrogées depuis. C'est l'article 317 de ce même code. Concernant les consommateurs, c'est une question qui est difficile parce que les consommateurs réguliers, justement, j'y ai très peu accès parce que rarement un journal va dire que machin ont bu de l'alcool et d'ailleurs ça s'est très bien passé, ils sont rentrés chez eux après sans qu'ils soient en état de alcooliser. Les consommateurs, je peux en parler uniquement pour ce qui est des archives qui traitent des déviances. Concernant les archives qui traitent des déviances, le profil peut être différent selon l'institution à laquelle on s'adresse.
Et pour le dire très simplement, les archives des hôpitaux psychiatriques traitent d'une alcoolisation, d'une alcoolisation qui est en général davantage celui, si ce n'est d'une élite, et il faudrait définir le mot, en tout cas d'un public qui n'est pas uniquement tunisien, contrairement aux archives qu'on peut retrouver dans les archives judiciaires, policières ou même hospitalières classiques, et qui est davantage européen, et où on retrouve des professions comme des commerçants, comme éventuellement des fonctionnaires, qu'on ne retrouve pas dans les archives des tribunaux, avec l'idée que l'hôpital psychiatrique ne sert pas à soigner, sert au contraire à essayer de cacher aux yeux de la société une réalité. Et dans ce cadre, en tout cas au début, en tout cas les 10 premières années de l'hôpital psychiatrique, on s'adresse davantage à une population de Français ou d'Italiens que de Tunisiens. Et concernant les consommateurs, si on veut faire un portrait dans les différentes institutions, ce sont plutôt des jeunes, en tout cas pour les archives policières, ce sont en très grande majorité, alors des jeunes là aussi il faudrait définir ce que c'est, mais des gens qui ont entre 15 et 30 ans. J'avais fait une communication à Sidi Drif, où tu étais là, Imed, qui sont à 87% concernés par les arrestations policières. Ce sont... Alors, on descend un peu lorsqu'on va dans les tribunaux et lorsqu'on va dans les hôpitaux classiques. Ce sont plutôt donc des Tunisiens, ce sont plutôt des pauvres, là aussi il faudra définir ce que c'est, mais en tout cas des gens qui sont journaliers ou qui ont de toute évidence qui sont dans des catégories socio-professionnelles qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui sont concernés essentiellement par ces arrestations. Voilà ce que je peux dire sur les consommations, mais évidemment c'est qu'une partie très faible des consommateurs de l'époque, par exemple les consommations européennes, j'en ai finalement très peu. J'en ai par des témoignages, je peux en avoir par des sources littéraires, mais par ailleurs j'ai du mal à adresser évidemment un type du consommateur. Comment les Tunisiens ont accès à l'alcool sous le protectorat? Bon, ça dépend évidemment des contextes, ça dépend évidemment de beaucoup de choses. Il y a beaucoup et de plus en plus, à mesure qu'on avance dans le protectorat, des procès pour vente d'alcool clandestine aux Tunisiens musulmans. Et s'il y a de plus en plus de procès, c'est pas forcément qu'il y a de plus en plus de cas, ça peut être la norme coloniale qui change, mais en tout cas il y a aussi des lois régulières qui sont émises, ce qui veut dire là par contre qu'on est sans doute dans des lois qui ne sont pas efficaces. Et de fait, quand on voit le profil des gens qui vendent de l'alcool aux Tunisiens musulmans, ce sont souvent des gens qui sont retraités par exemple, qui essayent d'arrondir leur retraite, donc il y a un vrai intérêt économique à vendre de l'alcool à des Tunisiens musulmans. Alors ça peut se faire de plusieurs manières. Dans les archives, on a des cas, par exemple, de vente d'alcool qui sont au domicile. On va avec son couffin chez le colon et qui se trouve, je sais pas, à la Goulette, à Mamilif, souvent en banlieue tunisoise. On ressort avec 2 bouteilles. Bon, si c'est dans les archives, c'est qu'en général, ça finit mal pour la personne qui avait acheté ces 2 bouteilles. Souvent, c'est d'ailleurs un peu plus cher que le prix normal. Sinon, il y a des cas de personnes qui vendent de l'alcool à des Tunisiens musulmans dans des cafés, par exemple en servant du vin dans des tasses de café. C'est retors, hein, mais voilà, ça serait stupide de faire dans un verre à vin. Ou alors dans des débits qui sont effectivement des débits clandestins qui sont régulièrement présents. J'écrivais un paragraphe de ma thèse juste avant de venir à Tunis, où c'est un contrôleur civil de monastir qui est donc l'équivalent du préfet. Il n'a pas intérêt normalement à dire que son bilan est trop mauvais. Il commence à dire dans la lettre, bon, il faut que je vous l'avoue, donc il s'adresse au résident général. Il y a, je crois, il y a une dizaine de débits clandestins à Monastir. En sachant qu'il y a 3 débits officiels. Il le dit lui-même, et quand on va dans les annuaires, on voit effectivement qu'il y a 3 débits de boissons officiels à Monastir. Ce qui veut dire que le préfet, qui aurait tout intérêt à essayer d'avoir un bilan plus présentable, dit lui-même qu'en fait, il y a 3 fois plus de débits clandestins que de débits classiques. Ça fait partie des choses qu'on se dit que la façon de vendre de l'alcool va être quand même assez multiple en Tunisie sous le protectorat. Merci.